Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet hebdo, votre rendez-vous qui revient sur les faits marquants de la semaine. Plusieurs sujets forts ont animé l'actualité et nous allons les analyser ensemble. D'abord, les législatives 2025, un scrutin qui redéfinit le paysage politique et soulève quand même de nombreuses interrogations. Participation, équilibre partisan et signaux envoyés à l'approche du 27 décembre 2025. Autre actualité politique, au PPACI, la révocation de certains cadres et la dissolution de la Ligue des jeunes font réagir. Entre décisions disciplinaires et recomposition interne, ces mouvements interrogent la dynamique du parti. Sur le plan international, la visite d'Emmanuel Macron en Afrique relance les discussions autour des relations entre la France et le continent dans un contexte marqué par de nouvelles alliances et des repositionnements stratégiques. Et pour finir, un sujet qui a capté l'attention du public, Olivia Yassé à Miss Univers, avec une participation qui suscite fierté, engouement et beaucoup d'attentes. Pour décrypter tout cela ce soir, nous recevons sur ce plateau Aouman Gaël Lakba, analyste politique. Merci Gaël d'être avec nous. Merci Daniel. Et juste en face de toi, il y a Sylvain Debailly, journaliste chez Connexion Ivoirienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci cher ami. Alors, on va commencer notre discussion sur les législatives 2025 avec plus de 1143 candidatures annoncées par le président de la CEI pour seulement 255 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Finalement, que traduit cette surenchère, Monsieur Debailly? Intérêt démocratique ou fragmentation politique? Non, il y a nécessairement un intérêt démocratique. Vous verrez que avec les jeunes générations qui montent, il y a de plus en plus un engouement pour la question électorale et surtout un engouement pour occuper une place à l'Assemblée nationale. Parce que la gouvernance telle qu'elle se passe aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a beaucoup d'insuffisances et que leur présence à l'Assemblée nationale pourrait booster, n'est-ce pas, le travail parlementaire parce que en la matière, il y a encore beaucoup de lois à prendre, il y a encore beaucoup de réformes à faire, donc ils veulent être à ce rendez-vous où l'on décide pour la Côte d'Ivoire et où l'on dessine aussi le futur du pays. Intérêt démocratique également parce que, vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, 1143 candidatures ont été retenues, mais attention, sans les candidats officiels du PPACI qui s'est retiré, on a mis 143. Vous comprenez? Il y a un intérêt. Parce que quand on compare ce chiffre à celui de 2021, c'était 1266. Vous comprenez? C'est-à-dire, même sans le PPACI, on arrive à un pic qui est un signal. C'est un signal, surtout quand vous regardez la configuration. C'est vrai, le nombre de femmes regresse parce qu'en 2012, on avait environ 212 femmes. Cette année, c'est 185 femmes. Il y a une régression, mais il y a une frange de jeunes qui pensent que le moment est venu pour qu'ils quittent peut-être les salons de discussion pour porter une offre vers l'électorat, et je pense que nous allons scruter tout cela et nous allons voir au soir du 27 décembre comment les électeurs ivoiriens répondent à cet appel. C'est une nécessité parce que quand on regarde les forces politiques en présence, il y a eu une crise au cours de l'élection présidentielle. Est-ce que cela va avoir un impact sur les électeurs ou bien cela va encore les angoisser? Mais tout cela, la réponse, c'est le 27 décembre au soir. Mais avant d'arriver au 27 décembre, on fait face à une multitude de candidatures. On parle de 1143, cher Gaël Lakba. Pour toi, que révèle ce phénomène de tous ces candidats au nombre desquels il y a beaucoup de jeunes, au nombre desquels il y a des personnes qui vont en indépendant? Alors, merci encore Daniel. En fait, le chiffre de 1143 montre clairement qu'il y a une montée des ambitions.
C'est dit que autour de cette législative, de ces élections législatives qui arrivent, la plupart des cadres politiques, la plupart des politiques même étant indépendants, se sont mis en lice, ont pour ambition de vouloir s'intéresser à la chose locale. Parce qu'il faut le rappeler, les élections législatives, ce sont les élections, c'est la première partie des élections locales. Alors, si on regarde la configuration de l'écosystème politique, on peut remarquer qu'il y a une classe politique qui est la même depuis plus de 30 ans, depuis, on va aller des années 90. Vous regardez, vous voyez que le landerneau politique a été toujours animé par les mêmes acteurs. Laurent Gbagbo, paix à son âme, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, en 2025, leur longévité politique est devenue finalement éternelle. Alors que ces jeunes-là, il y a eu le temps de cette traversée, le temps de toutes ces années où ils sont restés longtemps aux affaires avec leurs lieutenants, il y a eu des générations quand même qui ont été caractérisées, mais qui finalement ont été sacrifiées. Parce que ces générations n'arrivaient pas à prendre la place, à s'imposer. Et ce qui fait que souvent, dans les partis politiques, vous remarquerez que quand on parle de président de jeunes, en général, eux-mêmes, ils ont déjà dépassé l'âge de la jeunesse. Mais cette fois-ci, pour 2025, on se disait que c'était la dernière bataille de cette génération-là. Mais le président Ouattara, finalement, est resté président. Mais après lui, mais c'est tout à fait clair que ceux qui sont encore plus jeunes cherchent à se positionner. Il y a beaucoup qui cherchent à se positionner. Ce n'est pas seulement pour aller à ces élections-là pour gagner, mais ils savent que l'enjeu, c'est plus 2030. Donc, si vous voulez atteindre l'objectif de 2030, si en 2030, vous voulez être député, dès 2025, il faut déjà prendre vos marques. Donc, ce qui peut expliquer aussi cette montée en puissance du nombre de jeunes. Il y a beaucoup même de personnes on pourra le découvrir, qui font leur première expérience. Tout comme d'autres l'ont déjà tenté une ou deux fois, mais ne veulent pas se faire raconter. Donc, tout le monde, finalement, est engagé. Et il y a aussi l'aspect de la présidentielle. La présidentielle, finalement, qui a débouché sur un boycott entre griffes d'une partie de l'opposition. Finalement, ils ont compris que la stratégie du boycott n'était pas forcément efficace. Donc, pour cette législative, tout le monde veut y aller, au moins pour connaître son poids politique. Alors, tous ces jeunes-là participent au processus électoral, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés justement par les grands partis politiques, au nombre desquels on peut citer le PDCI RDA, qui décide d'appeler à une mobilisation massive de tous ces militants. Finalement, quand on sait que ce parti septuagénaire n'a pas pris part à l'élection présidentielle, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce nouvel appel, ce nouveau mot d'ordre? Oui. Pour l'élection présidentielle, il fallait venir occuper un fauteuil. Pour l'élection législative, c'est plusieurs fauteuils à l'hémicycle qu'il faut venir occuper. Donc, c'est une occasion pour ce parti-là d'exprimer, avec le nouveau leadership qu'il s'est donné, de se peser un peu sur l'échiquier politique, parce que cela est nécessaire pour pouvoir soit relancer ou bien lancer la machine. Mais là où il y a le hic, c'est que ce parti avait participé aux côtés du Front commun et aux côtés du PPACI, dans le Front commun, à une sorte de boycott de la présidentielle. J'aurais aimé que ce parti fasse un certain inventaire, fasse un petit bilan de cette action avant de rappeler ses militants pour les législatives. Parce que vous le savez avec moi qu'au cours de ces événements, il y a eu des violences, il y a eu des emprisonnements, il y a même eu quelquefois des morts. Donc, est-ce que émotionnellement, les populations se sont remises? Bon, toujours est-il que le PDCI a choisi, de par son sommet, d'appeler directement à la participation. Ce qui est une bonne chose, parce que le droit d'être d'un parti politique, c'est, par les élections, c'est de participer pour à chaque fois évaluer son poids
et son impact sur la société. Donc ce n'est pas mauvais, mais il y a une question un peu morale et éthique à travers cette participation. C'est pour ça que vous avez vu une certaine campagne avant même l'appel du PDCI sur les réseaux sociaux. Et certains parlaient d'une certaine logique, d'une certaine cohérence, c'est-à-dire que comment vous ne participez pas à l'élection présidentielle et puis c'est l'élection législative qui vous intéresse, comment vous remettez en cause le 4e mandat alors que celui qui a gagné le 4e mandat va être le chef de l'exécutif et de fait il est le président de la République, et puis vous ne voulez pas du 4e mandat, mais il est là. Alors comment vous participez alors que vous aviez rejeté ce 4e mandat? Après analyse, je crois que le chef de ce parti, le président Tidjane Thiam, pense qu'il faut mettre de côté tous ces paramètres-là et puis aller frontalement à cette élection, parce que lui, il est déjà sur l'échiquier politique, il n'a pas pu participer à la présidentielle, c'est un handicap pour lui. Alors, comment il évalue son leadership? Eh bien, il s'est donné cette occasion de l'élection législative. Et justement, pour cette occasion des législatives, le PDCI compte 229 candidats, si ma mémoire est bonne. Est-ce que finalement, on parle de 229 candidats pour toutes les circonscriptions au niveau national. Est-ce que c'est une stratégie, finalement, qui peut créer un véritable contrepoids contre le RHDP qui, en face du PDCI, mobilise près de 255 candidats? Non, on ne peut pas s'aventurer comme ça tout de suite sur les chiffres. Parce que si on veut le faire, moi je dis que le PDCI, EDS à l'époque, en fait, si vous êtes un habitué de la scène politique ivoirienne, vous comprendrez que c'est du déjà vu. Ça a déjà été le cas en 2021. C'est pour cela que quand Sylvain dit que, bon, il aurait été bien qu'ils révisent leur position parce que sortir de la présidentielle et puis en même temps annoncer comme ça tout de suite aller aux législatives, moi je comprends l'explication seulement dans le fait que le PDCI a déjà expérimenté cela. D'accord. En 2021, CNT, ça échoue, ils se concertent, ils font le bilan, ils vont tous aux législatives, y compris, à l'époque, ce n'était pas le PPACI, mais leur allié qui était EDS. Ils sont allés. Donc, c'est dit qu'ils maîtrisent déjà les arcanes, ils maîtrisent déjà cette expérience-là. Voilà pourquoi ils se sont relancés. Ils ont pensé, cette fois-ci, qu'ils allaient pouvoir changer les choses avec la stratégie qu'ils avaient adoptée pour la présidentielle, mais ça n'a pas marché. Ils se sont vite rendus compte. Alors, ils ont décidé de rester dans le jeu politique. C'est important de rester dans le jeu politique parce que, justement, faire 5 années en boycottant une élection, mais ça complique. Parce que vous savez, en face, il y a l'adversaire. Tout est question de stratégie. Vous connaissez un parti politique étant le PDCI, qui est déjà de droite, d'obédience droite, qui est libéral, duquel le RHDP est né et qui a fonctionné et gouverné avec le RHDP. Le RHDP qui, dans cette coalition avec le PDCI, dans le temps avec le président Bédié, vous avez vu de leur divorce, ils ont recruté beaucoup de cadres. Ils ont recruté beaucoup de cadres du PDCI qui sont restés avec eux. Aujourd'hui que le PDCI, en toute responsabilité, décide de ne pas participer encore à ces élections, est-ce que vous savez que ça aurait pu annoncer la mort prochaine du PDCI? Parce que ces cadres qui sont ambitieux au sein du PDCI, qui veulent rester députés, parce qu'ils en ont déjà, et puis il y en a qui ont l'ambition de toujours rester, de devenir député, toujours en tant que PDCI, étant fidèle aux idéaux de ce parti-là. Mais si le PDCI faisait la même chose que le PPACI, c'est sûr que le PDCI aurait été vidé par le RHDP parce que la plupart des cadres allaient peut-être se rallier au RHDP. Donc, je pense que c'est tout cela que les cadres du PDCI ont analysé. Ils ont vu qu'il fallait qu'ils aillent à ces élections. Ils ont 229 candidats. Ils n'auront pas 229 sièges, mais je pense qu'ils pourront avoir quand même un score honorable parce que c'est une manière stratégique de pouvoir déjà conserver leurs bastions. Parce que le PDCI a des bastions, ils ont des zones où ils sont forts. Et dans ces zones-là, c'est sûr qu'ils pourront
garder leur électorat, et puis ils pourront essayer d'aller grignoter un peu ailleurs. Ils ont bien conscience qu'ils ne pourront pas renverser la vapeur au niveau de l'Assemblée nationale, mais déjà conserver cet acquis-là, je pense que c'est cela le premier objectif du PDCI, avant de pouvoir se projeter maintenant vers les combats futurs. Alors, le PDCI RDA a scellé cette union qu'on appelait le Front commun avec le PPACI. Le PPACI qui décide de ne pas y aller. Et est-ce que finalement le retrait du parti dirigé par Laurent Gbagbo fragilise la crédibilité de cette stratégie-là vis-à-vis de l'image de l'opposition? Sylvain? Vous voulez parler de la stratégie d'ensemble? La stratégie du PPACI, le fait de se retirer. Oui, mais c'est sa décision. C'est sa décision, ayant analysé l'actualité du moment, et puis ayant convoqué l'une de ces instances, en l'occurrence le comité central, au moins des analyses ont été faites et puis une décision est sortie de là. Donc quand elle sort de là, c'est une décision qui est souveraine et qui devrait s'appliquer logiquement à tout le monde, à tous les cadres, à tous les militants. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Ce à quoi nous avons assisté, c'est que une décision d'une autre instance est prise, et puis le lendemain, rebelote, il y a une frange d'anciens élus d'abord, et puis de nouveaux candidats qui se mettent vraiment en retrait. Et qui rament à contre-courant de la décision qui a été prise. Et vous avez 22 candidatures qui sortent, et puis avec les pressions, il y a une candidature qui se rétracte, donc ils sont aujourd'hui 21 qui vont donc se confronter au suffrage. Et bien, je crois que, je le dis souvent, que les décisions au niveau des instances de nos partis sont certainement discutées, mais est-ce qu'elles sont suffisamment discutées pour qu'elles aient l'adhésion vraiment populaire, l'onction d'aussi bien la base que de la direction? Ben, au regard de ce que nous avons au PPACI, moi je me dis personnellement que la décision n'a pas été suffisamment discutée. On est allé à une réunion, le comité central. Ben, vous savez, on ne peut pas tenir un comité central toute une journée, ou bien sur un jour, ou bien sur 2 jours. C'est quelques heures seulement. Et ils sont combien au comité central? Plus de 100 personnes, plus de 100 cadres qui sont là. Parce que c'est toute la représentation sur les territoires nationaux. Donc, peut-être qu'on en donne la parole à quelques personnes. Et puis vous savez comment ça se passe. Vous avez vu cette vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux à un bureau politique du PDCI. Quelqu'un qui a voulu prendre le contre-pied de ce que pensait la majorité a été sorti de la salle. Et au PPACI, ce qu'on a vu, c'est plutôt le président du parti qui donne d'abord un discours d'orientation où il explique clairement sa vision des choses. Écoutez, dans nos partis où les chefs sont forts, est-ce que l'on peut prendre le contre-pied, surtout que l'argument avancé est quand même assez lourd d'émotions et de conséquences. L'argument avancé selon lequel nous sortons d'une élection où nous avons perdu beaucoup de militants, où nous avons beaucoup de militants emprisonnés, où nous avons des blessés. Qu'est-ce que nous allons faire à une élection présidentielle alors que nous n'avons même pas encore fini de penser. Donc, le PPACI ne part pas, le PDCI est dans la course aux législatives. Comment est-ce que vous pensez que cette dynamique pourrait inspirer mais véritablement une participation citoyenne plus active lors de cette élection, Gaël? Je pense qu'il y a une certaine reconfiguration qui va se faire d'ici les mois qui vont suivre. Parce que on l'a dit souvent au niveau de la stratégie, au niveau de l'opposition, il y a beaucoup d'incohérences. Cette opposition n'a jamais réussi à pouvoir vraiment parler d'une seule voix. Même si le PDCI et le PPACI se sont retrouvés, mais on le voit que c'était carrément circonstanciel. D'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Chacun a son agenda, chacun a son calendrier. Ce qui a amené au résultat de la présidentielle. Une fois que c'est fini, vous voyez que chacun reprend son parti. Oui, mais excuse-moi, mais Gaël, là, il aurait été plus responsable de prendre la décision
de concert, parce que vous avez mené une action ensemble, est-ce qu'il faut se rétracter sans même avoir consulté le partenaire et puis on annonce une décision de participation? C'est quand même un croc en jambe. Mais bien sûr, c'est cela que c'est le chacun pour soi. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de rencontres circonstancielles. Et puis voilà, tout de suite, ça s'est fait savoir. Chacun, vous savez, la plupart du temps, quand ils sont dans les plateformes où ils se mettent ensemble, ils gardent toujours leur autonomie. Ils s'arrangent à garder leur autonomie de sorte à ce que chacun est toujours libre de faire ce qu'il veut en temps et selon l'actualité. On va aller très rapidement parce qu'on se rapproche de la fin de cette première partie. Très rapidement pour vous, c'est quoi les enseignements qu'on pourrait tirer de cette élection-là quand on sait qu'on a en face des grands partis politiques, des partis comme l'ADCI qui propose une quarantaine de candidats et tous ces candidats indépendants qui se jettent justement dans cette course au législatif? Non, ce sera une élection de défi. Et surtout, moi je pense plus à la CEI, à la commission électorale indépendante. Il faut que la CEI réussisse quand même à mener ce scrutin-là sans qu'il y ait ce qu'on a l'habitude d'entendre, des vols d'urnes, des changements de situation, des résultats, où des candidats pourraient être spoliés. Si la CEI réussit à bien mener ce processus-là, je pense qu'on aura beaucoup de changements parce que moi, à mon sens, les partis politiques traditionnels sont en train de perdre de la voix sur le terrain. Relativement à toute cette actualité d'incohérence et de non-stratégie et tout, ces indépendants sont en train de monter en puissance aujourd'hui. Et comme il s'agit d'élections locales, beaucoup d'indépendants ont été sur le terrain, ont été dans le quotidien des populations, qui aujourd'hui se reconnaissent en ces indépendants-là. Merci beaucoup Gaël. 255 candidats pour les législatives pour le compte du RHDP. Face à ceux-là, il y a les candidats de l'ADCI, ceux du PDCI, il y a des indépendants. Est-ce qu'ils pourront avoir la possibilité de bénéficier de victoires dans les circonscriptions? Oui, ben, s'ils y vont, c'est qu'ils sont peut-être sûrs de gagner quelque chose ou bien de glaner quelque chose. Mais cette élection aurait été beaucoup plus expressive si la présidentielle avait été largement inclusive, c'est-à-dire que si elle avait réuni les nouvelles forces qui sont en train d'émerger, comme l'ADCI, comme bien d'autres candidats qui ont été exclus par la suite. Mais dans tous les cas, vous voyez, il y a une sorte de vitalité politique qui est en train de naître, surtout avec les nouvelles générations. Et c'est celle-là qu'il faut suivre. Je sais que, pertinemment, je pense qu'il n'y aura pas de grand bouleversement et que le RHDP, pas favori, d'ailleurs, ce parti a déjà un élu, un élu sans avoir participé déjà, la circonscription de Tafiré, là où est candidat le vice-président, n'a pas de concurrent. Et donc, il n'y aura pas de grande surprise, mais ce que nous allons voir, c'est comment ces nouvelles forces-là font la bataille pour pouvoir avoir au moins, pour compter. Et le défi, ce sera de former un groupe parlementaire au moins. C'est vrai, il y a le RHDP avec son hégémonie, mais moi je pense que le futur Parlement doit être un Parlement qualitatif que quantitatif. Ça a 255 députés, mais on va au Parlement pour faire quoi? Je pense qu'il faudra désormais des députés qui savent lire un budget, qui savent défendre un budget, qui savent... Donc des députés de qualité. De qualité. Qui ne défendent pas seulement les partis. Parce que justement, c'est ce qui a fait la notoriété d'un député comme Saleh Temoko. Aujourd'hui, s'il y a de l'engouement autour de lui, c'est parce qu'il a donné du sens à la fonction des députés. Donc, je crois que cela a attiré beaucoup de jeunes. Vous voyez le jeune qui fait campagne à Bobo, là, Jean-François Kwasi. JFK, je crois qu'il est passé sur votre plateau. Non, voilà, pas encore, on aura l'occasion de plus en plus de jeunes veulent se frotter à Merci beaucoup à Sylvain Debailly. Chers téléspectateurs, nous avons analysé la mobilisation autour des législatives et la stratégie du PDCI pour ces élections. Intéressons-nous à présent à la situation du PPACI. Le parti dirigé par Laurent Gbagbo a récemment connu une secousse interne, la révocation de plusieurs cadres et la dissolution de la Ligue des jeunes suite à des candidatures aux élections que le président du parti n'a pas approuvées. Quelle implication pour le parti et pour la scène politique ivoirienne? Nous en parlons dans cette émission. Sylvain Debailly,
c'est quoi la lecture que vous faites de la révocation de Prince Richard et Arthur Dali ainsi que ainsi que d'autres cadres du PPACI? Oui, pour le cas particulier de Prince Arthur Dali, il faut savoir que c'était un intérimaire. C'était un intérimaire au niveau de la Ligue des jeunes. Il y a une élection qui avait été annoncée, qui avait été fixée, mais qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'il y avait quelques contraintes. Et donc le président Gbagbo l'avait nommé de façon intérimaire pour assurer la direction de la jeunesse. Aujourd'hui, il lui retire sa confiance parce qu'il s'est comporté en réfractaire de la décision du comité central. Alors, cela m'amène à dire que cette décision, vous voyez, quand il y a eu la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle, il y avait moins de réfractaires. Le seul réfractaire qu'on a eu, c'était Awadon Melo. On arrive aux législatives, rebelote, le parti ne veut pas participer. Mais cette fois, il n'y a pas un seul réfractaire, il y en a 22 d'abord au départ. Et puis bon, il y en a plusieurs autres qui ne sont pas des militants affirmés, mais qui sont d'obédience PPACI. C'est dire que des gens veulent tourner une page. D'accord. Ils pensent que participer peut décrisper l'atmosphère parce qu'ils ne participent pas pour Alassane Ouattara, qui ne reconnaissent pas, mais ils participent pour le peuple du Côte d'Ivoire. Et vous verrez dans leurs déclarations, beaucoup disent nous avons eu l'appel de nos populations et nous voulons défendre nos populations. Ce n'est pas pour désobéir à notre président. Notre président, nous l'aimons, mais la population nous appelle. Cela m'amène à penser à un discours de Père Sonam Mohamed Bakayoko, dans un discours à Boaflé, quand il disait au président Alassane Ouattara, président, on vous aime bien, mais nous allons désobéir un peu. C'était dans la foulée de la formation du CNT, et nous allons désobéir un peu. Donc je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent désobéir un peu pour se mesurer, et puis bon, peut-être ramener des victoires à la maison. Et là, on va le voir. Si le PPACI refusera les victoires, ben, c'est un parti politique et donc nous serons là pour apprécier. Cela reste à voir. Alors, la population a besoin de ces dirigeants, de ces cadres au niveau du PPACI. On parle de révocation de 22 cadres, au nombre desquels il y a des figures comme Stéphane Kipré, Georges Armand Ouignan. Est-ce que cette révocation-là peut fragiliser le parti dirigé par Laurent Gbagbo? Moi, je dirais non. Je dirais non, et d'abord je vais apprécier la décision. Elle est juste pour moi sur la forme, parce que elle ressort des instances, des instances qui dirigent ce parti-là. Vous savez, quand vous appartenez à un parti politique, vous n'êtes pas indépendant. Donc quand le parti prend une décision, vous êtes censé vous aligner. Appartenir à un parti politique, c'est savoir être cohérent, c'est moralement être aligné et c'est aussi être fidèle. Donc quand on prend une décision, normalement on doit respecter. Mais sauf que ici, je vois plus, vous savez, l'élection législative, on va dire c'est la rencontre d'un fils en général, d'une localité donnée, la rencontre d'un fils d'une localité donnée avec ses parents. Donc là, je vois plus l'ambition personnelle qui dépasse même le parti politique. Et à côté de cela, moi je pense que la révocation, elle est juste pour les 22, mais en même temps aussi, vous voyez leur réaction, ils sont sereins, ils sont reconnaissants, ils sont sûrs de leur affaire. Ils acceptent la décision. Ils savent, ils n'entrent pas en clash, ils n'entrent pas en confrontation, ils respectent le président du parti parce que c'est quelque chose de bien pensé. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ici, tu peux être dans un parti politique. Le parti politique prend la décision de ne pas y aller. Tu désobéis, mais il y a une manière de revenir. Quand tu désobéis, il faut revenir à la victoire. Quand tu viens à la victoire, on va t'accueillir comme l'enfant prodigue. D'accord. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour vous, cette situation de révocation ne pourra pas créer une crise interne au sein du PPACI. Mais là où la crise va venir, ce n'est pas sur ça. Ils vont aller aux élections. Pour ceux qui auront perdu, ils se seront fourvoyés. Pour ceux qui auront gagné, ils reviendront forts. Mais ce que beaucoup n'ont pas encore perçu,
c'est qu'en fait, souvenons-nous du discours du président Gbagbo à deux jours de la présidentielle. Il a annoncé sa retraite politique après les législatives. Il faut comprendre que dans ce qui se passe, c'est la succession du président Gbagbo qui a commencé. Parce que ceux qui sont dans cette logique de respecter ce que le président a dit, ils se disent obéir au président, ils obéissent au chef. Ceux qui sont en train de partir se disent aller chercher le gibier et le ramener. Entre celui qui va chercher le gibier dehors, le ramener à la maison, et celui qui est assis à la maison auprès du père, qui est plus légitime? Donc, c'est une stratégie de positionnement. Donc, ceux qui vont à ces législatives, qui auront la victoire, reviendront et au sein du parti, ils seront certainement plus forts que ceux qui n'auront pas de siège. Ils n'auront pas assez de force. Donc, si le PPACI les accepte, s'il ne va pas au bout de sa logique. Je pense quand même à un certain niveau qui seront acceptés. Et quand ils iront au Congrès, mais ils seront plus forts. Et si vous voyez les têtes, vous allez comprendre qu'il y a une certaine connexion entre eux. Quand vous citez un Blaise Lasme, quand vous citez Stéphane Kipré, quand vous citez Georges Amon-Onye, c'est un groupe. Et je dis bien que c'est la succession du président Gbagbo qui a commencé. Et espérons que tout se passe bien. Parce que la crise peut venir de là. La crise peut venir de là pour ceux qui se considéreront en ce temps précis comme étant les fidèles qui ont droit au chapitre, et ceux qui seront considérés comme des traîtres qui n'ont pas droit au chapitre. C'est là que la crise pourrait arriver. Alors finalement, ce n'est pas une situation qui est sans conséquences. Ma question à ce moment-là, c'est de savoir, ça serait quoi les conséquences possibles pour les relations du PPACI avec ses alliés ou encore avec d'autres forces politiques de l'opposition? Oui, mais en ce moment-là même, on ne parle même plus d'alliés. C'est une question qui est interne au PPACI. Au parti. Et le PPACI règle ses problèmes en interne, peut-être après, quitte à nouer de nouvelles alliances. Mais ce dont il est question ici, c'est quand même... Je me suis intéressé à ce procès en traîtrise. Dès lors qu'une personnalité prend une décision contraire, tout de suite est taxé de traître, d'infidèle, de ceci ou de cela. Eh bien, il faut qu'on accepte un jour dans nos partis politiques, ici en Côte d'Ivoire, qu'il doit y avoir comme principe sacro-saint le droit à la différence. Le droit à la différence. C'est vrai, il y a des décisions en interne qui sont prises, mais la liberté qu'on défend, ça ne doit pas être un mot vide de sens. Quand on parle de liberté, ça doit aller jusqu'au sein des partis politiques. Donc, chacun peut agir selon sa liberté, selon sa raison aussi. Une décision qui est prise, oui, elle peut être profitable, mais elle peut avoir aussi son côté nocif. Et ceux qui vont aux élections présidentielles et aux élections législatives, je me dis que c'est vrai, le parti prend une décision qui est importante, qui est juste, comme l'a dit tout à l'heure Gaël, et je suis d'accord, mais quelle est l'alternative dans le court terme qu'on leur offre? Quelle est la perspective de cette décision? Parce qu'il ne suffit pas de prendre la décision. Il faut qu'on ait une visibilité sur la ligne du parti. Alors, c'est quand même une décision qui fait beaucoup de débat. Est-ce que finalement, beaucoup se posent la question de savoir si cette décision-là va renforcer la crédibilité et l'image du PPACI? À cela, qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais on suit ces débats sur les réseaux sociaux. Et il y a les participationnistes et il y a d'un autre côté ceux qui pensent qu'il faut rester éternellement loyal au président, que quand il a parlé, sa parole ne doit pas être remise en cause. Donc le débat se passera entre ceux-là. Quand viendra le mois du congrès, ce débat va renaître entre ceux qui avaient trahi, entre guillemets, et ceux qui sont restés loyaux jusqu'au bout. Et justement, cette décision pourrait avoir quoi comme répercussion sur l'ensemble des militants, sur les pro-PPACI pour cette question des législatives? Mais ça dépend des proportions que cette situation gênante, que je ne veux pas caractériser de crise avant l'heure, des proportions que cela va prendre. Parce que effectivement, on sait, le PPACI, ce parti de gauche-là, finalement, on le sait, est habitué à cela. On a vu déjà le cas d'Afin Guessan. On a vu le cas de Simone Eivé. On a vu le cas de Charles Blegoudé, même s'il n'était pas au sein de l'appareil. On a vu le cas de Awa Domelo. Donc finalement, selon l'intensité du discours, selon l'intensité du problème, il arrive souvent que la porte est carrément fermée à d'autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
la porte pourrait être fermée à ces 22-là s'ils ne reviennent pas avec la victoire. C'est ça. Mais si jamais ils ont la victoire, je ne connais pas un parti politique réel qui est vraiment, qui est vraiment stratégique ou un stratège qui pourrait refuser des députés qui sont en train de venir. Après, au sein du PPACI. Jusqu'au bout, mais on l'a vu, hein, c'est le sabaridé, Voilà, donc ils viendront. Maintenant, ce que je suis en train de dire, quand ils seront après leur retour, ça va se jouer maintenant au Congrès. Oui. Parce que les deux, qu'on le veuille ou non, même au comité central, la question a été sur la table. Il y a ceux qui étaient pour aller à ces législatives et il y a ceux qui étaient pour ne pas y aller. Le débat, ils n'ont pas fini de le trancher. Oui. Même si la décision est sortie pour dire qu'on n'y va pas, comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que le débat n'a pas pu sûrement être épuisé. Ou bien quand même la décision est tombée, il y a un groupe qui n'est pas d'accord. Donc, ils vont se retrouver lors du Congrès. Espérons que ça se fasse dans le cadre démocratique. Parce que on n'a pas l'habitude de ces débats-là, de fond, dans les partis politiques. On laisse toujours le père décider. Mais aujourd'hui, la décision du père ne peut pas tenir parce que tout simplement, le père, aujourd'hui, il s'en va. Et dans la même dynamique de décision, il y a également la Ligue des jeunes qui est dissoute. Est-ce que ça, fort. Justement... C'est très fort comme décision. Pourquoi? Parce que ici, quand on dissout carrément le bureau qui est intérimaire, c'est une manière de casser l'influence du prince Dali. Sinon, on pourrait simplement le sanctionner lui seul. Mais le fait Est-ce que cette suppression-là ne pourrait pas avoir justement un impact négatif sur la mobilisation autour des électeurs PPACI pour Prince Dali, par exemple? Non, et pas forcément, parce que je vous le disais tout à l'heure, que Prince Arthur Dali occupe ce poste de façon intérimaire. Il y a un processus qui avait été lancé et qui n'est pas arrivé à son terme. Le président d'autorité a pris une décision pour mettre Prince Arthur, qui avait une certaine aura. Mais vous avez vu qu'il y a eu la bataille pour la présidentielle. Et on se dit qu'au niveau des jeunes, on n'a pas suffisamment vu Prince Arthur Dali. Donc, il a peut-être failli à sa mission et donc, il faut écarter son bureau. Et puis, quand le temps viendra, on va relancer encore le processus électoral pour élire un président qui a toute la légitimité au niveau de la jeunesse. Et puis, bon, je voudrais revenir sur ce procès en traîtrise qu'on fait souvent et m'interroger sur des cas. Prenons un peu le cas Blaise Lasme, qui, au niveau des jeunes loups qui émergent au PPACI, qui peut se réclamer plus loyal à Laurent Gbagbo que Blaise Lasme, qui a défendu ce parti sur des plateaux de télévision et qui avait vraiment des arguments pertinents. Il est même allé en prison pour ses arguments. Il est allé en prison pour sa position ferme. Il y est encore. Vous comprenez? Qui peut nous dire que le jeune député Auguste Dago, que moi j'ai connu à l'université de Bouaké, et qui était l'un des fers de lance de ce parti au sein des campus de Bouaké, donc de longue date, je vous parle des années 1997-1998 par là. C'est un mec qui est dans l'appareil, qui est dans le sérail depuis un moment, et il estime que Aïre Zego, il peut gagner facilement. Donc il va à cette élection dans le but de gagner, de ramener la victoire. Est-ce qu'on peut considérer que celui-là, c'est un traître? Je crois qu'il prend une décision, qu'il prend un pari sur l'avenir. Il y a également des jeunes. Vous voyez, à Gagnoa Commune, vous avez un jeune qu'on appelle Gérard Bohui. Gérard Bohui, moi je l'ai vu, c'est quelqu'un qui a travaillé au plan international. C'est un cadre. Et il se met ensemble avec Franck-Stéphane Dédi. Vous comprenez? Qui avait suivi le camp Dombelo, voilà, et qui est colistier de Gérard Bohui. Ces jeunes-là, moi je pense qu'à un moment donné, il faut les laisser s'exprimer. Et puis bon, peut-être que cette crise également va être une crise de maturation, maturation de la stratégie, maturation de la pensée politique. Puis bon, il faut permettre qu'un jour ils reviennent. Et je pense que le président Gbagbo, tôt ou tard, doit lever la main parce que il ne pourra pas sanctionner tout le monde. Vous avez vu le dernier communiqué de Danon Guégué qui dit que même ceux qui feront campagne, même ceux qui feront campagne, voilà, même si les réseaux sociaux seront tous sanctionnés. Bon, mais sur ça, je voulais rebondir un peu pour ceux qui penseront autrement, parce qu'il a cité des noms. Effectivement, on ne peut pas leur arracher
leur fait d'âme. On ne peut pas leur arracher leur histoire avec le PPACI, mais à ce rythme-là, on va aller citer quelqu'un comme qui est plus légitime ou bien plus méritant que quelqu'un comme Pascal Afin-Guessan quand on regarde son parcours. Mais il a été mis de côté. Qui est plus méritant que Simone Eivé, même qui est juste l'épouse. Si on remonte dans l'histoire, en tant que syndicaliste, c'est pas elle-même que Laurent Gbagbo même a commencé la politique. Mais elle a été mise de côté. Awa Domilo, Charles Bégoudé, mais ceux que, comme on appelle, Sylvain vient de citer, mais ils ne peuvent même pas s'asseoir à la table de ces gens. Mais ils ont été mis de côté sur quoi? Sur une question de contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, au sein des partis politiques, il faut qu'on apprenne à accepter la contradiction. Il faut qu'on apprenne à faire le débat au fond. Les gens ne font pas le débat au fond. On n'épuise pas les questions. Et puis, on impose une vision, on veut que les gens suivent. Mais ça ne peut pas marcher. Ça va être difficile. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et puis, il faut que désormais, les présidents des partis travaillent sur un objectif. Vous avez par exemple fixé l'objectif de dégager Alassane Ouattara, qui ne devrait pas faire un 4e mandat. Mais la situation fait qu'il il a été élu et il va faire le 4e mandat. On n'a pas rempli un objectif, on devrait tirer les conséquences. Le parti socialiste français, il a été créé d'abord en 1905 par ce qu'on appelle SFIO, et puis qui est devenu jusqu'en 1969 le Parti socialiste français, le PS. Mais aujourd'hui, les présidents, quand ils ne remplissent pas la mission, ils démissionnent. Ou alors, il y a un congrès après, ils s'en vont. Les générations se renouvellent, les idées se renouvellent, et ça crée beaucoup plus de dynamique. On va bientôt changer de chapitre, mais avant, je vais vous accorder 30 secondes chacun. Je vais vous demander de les respecter pour parler maintenant de l'impact sur les militants du PPACI. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils acceptent facilement, ou pensent-ils que c'est la discipline, il faut la respecter? Oui, moi je crois qu'il y a ceux qui misent encore sur la figure tutélaire de Laurent Gbagbo. D'accord. Tant qu'il est là, toutes les décisions qu'ils vont prendre seront des décisions immaculées. Okay. Personne ne doit les discuter. C'est le chef qui a parlé. Le chef a parlé. Il faut obéir. Ceux qui n'obéiront pas seront traités comme ils sont traités aujourd'hui. Merci Sylvain. Gaël? Alors, je pense que le PPACI a traversé vraiment beaucoup de... Quand je l'ai dit tout à l'heure, a traversé vraiment beaucoup d'événements. Et les militants, je pense qu'ils sont habitués. Ils sont habitués à cela. Mais sauf que quand ce genre de choses arrivent, il y a une partie des militants qui vont avec ceux qui sont considérés aujourd'hui comme étant les traîtres ou bien les rebelles. Il y a une partie de militants qui va avec. Et puis il y a une autre qui reste toujours. Mais tout ça, ça contribue à l'affaiblissement du PPACI au fond. Merci Gaël. Mesdames et messieurs, nous avons analysé les dynamiques internes des partis ivoiriens en parlant bien entendu du PDCI, RDA, du RHDP pour ce qui concerne les législatives, mais également du PPACI avec la crise qu'il y a au cœur du parti dirigé par Laurent Gbagbo. À présent, nous nous intéressons à la scène internationale. Le président français Emmanuel Macron entame une tournée africaine de 5 jours, passant par Maurice, l'Afrique du Sud, le Gabon et l'Angola. C'est un voyage stratégique visant à insuffler un nouveau souffle aux relations entre la France et le continent, tout en contournant les pays du Sahel avec lesquels les relations sont tendues depuis 2 ans. Entre enjeux économiques, diplomatiques et sécuritaires, cette tournée soulève de nombreuses questions sur le rôle de la France en Afrique et sa capacité à renouer avec le dialogue avec les États africains. Sylvain Debailly, le sens de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron en 5 jours, qu'est-ce que cela traduit? Oui, et en 5 jours, vous verrez qu'il évite ces bastions traditionnels qui sont les anciennes colonies françaises, parce que là-bas, le discours a changé. Et donc, il faut aller à la conquête de nouveaux horizons avec peut-être un nouveau discours. Mais ce qu'il vient faire, je pense qu'il vient impulser de nouvelles dynamiques après plusieurs années manquées par ce qu'on pourrait appeler des désillusions. Je le dis parce que la France aurait pu avoir toute l'estime si elle épousait à chaque fois l'air du temps. Je pense que ce pays, dans sa démarche, a des stratèges, mais souvent quand les présidents arrivent,
Il y a cette épée de Damoclès qui est celle de la France-Afrique qui n'arrive pas à quitter les esprits des dirigeants français. Sinon, de longue date, il y a eu des analyses qui ont été faites pour dire qu'à telle période, les dynamiques africaines seront à tel niveau, les réflexions en Afrique évoluent et donc il faut s'adapter. On a pensé qu'on pouvait entretenir l'idée de domination, on pouvait entretenir la philosophie de la domination et puis maintenir ces pays-là dans le giron français. Non, ce n'est pas possible parce qu'entre-temps, il y a de nouvelles générations qui ont émergé, il y a de nouvelles pensées politiques, il y a la pensée même environnementale et tous les nouveaux paradigmes de la gouvernance. Donc vous ne pouvez plus faire comme avant, vous ne pouvez plus faire de la France-Afrique, c'est terminé. Au nombre de ces nouvelles pensées politiques, au nombre de ces nouvelles personnes qui veulent changer la donne dans cette dynamique de relations France-Afrique, il y a le Mali, le Burkina Faso et même le Niger. Ce sont ces différents pays que veut éviter Macron durant ces 5 jours en Afrique. Pourquoi, selon vous, Gaël? Mais ça, c'est sur le plan stratégique, c'est la question diplomatique. Aujourd'hui, ils sont en rupture de banc vis-à-vis de ces pays-là. Donc, c'est tout à fait clair pour la diplomatie française de ne pas y aller. On connaît bien l'actualité. La plupart de toutes les... une partie des entreprises, mais on va parler des médias, des ambassadeurs, et tout ce qui constitue la démocratie française a été refoulé de ces zones-là. Il y a le discours anti-français qui est vraiment très présent dans ces zones. Pour que la France revienne, il va falloir renégocier les choses, mais comme ils ne sont pas encore à ce niveau-là, c'est tout à fait logique. Alors ça veut dire quoi? Donc le choix des pays comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Gabon et l'Angola, c'est vraiment symbolique. Donc en fait, c'est d'un point de vue stratégiquement, politiquement, sécuritaire, économique, parce que vous savez, il y a l'influence, pour ne pas dire la percée des autres puissances, dont les États-Unis, la Chine et les nouveaux pays, même la Russie, qui se retrouvent aujourd'hui, tout le monde vient vers l'Afrique. Donc Emmanuel Macron, pour moi, c'est une campagne, une campagne pour essayer de se refaire, de revoir son discours, essayer de se réadapter à la situation. Comme Sylvain le disait tout à l'heure, ils ont toujours géré d'une certaine manière avec les différents éléments qu'ils utilisent pour mettre en place leur stratégie france-africaine. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau. Et Emmanuel Macron lui-même, il est d'une nouvelle époque, il est d'une nouvelle école. Donc, ils doivent s'adapter à l'aide du temps. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de rattraper les choses parce que la France est en train de perdre du terrain. Vous voyez, par exemple, dans la plupart de ceux qui font des discours panafricanistes qui sont un peu trop populistes et où il n'y a pas beaucoup vraiment d'éléments probants, on vous dit que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a la France qui maîtrise tout économiquement, tout va à la France et tout, alors que c'est faux. Si vous fouillez bien, vous verrez que c'est la Chine les premiers partenaires de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, la France, je crois, vient à la 3e ou 4e position, parce que même les États-Unis sont passés devant. Les choses ont changé. Du coup, quand ils viennent comme ça, Emmanuel Macron ne vient pas tout seul. Il vient tout son quota d'hommes d'affaires, de généraux, de personnes dans la sécurité, dans la diplomatie, tout. Ils essaient de venir regagner du terrain, reprendre de la force. Alors, Gaël l'a dit tout à l'heure, la France commence à perdre du terrain. Il y a des tensions entre la France et les pays du Sahel. Dans ce contexte-là, comment est-ce que Paris vient tenter d'équilibrer ou rééquilibrer diplomatie et souveraineté africaine dans un tel contexte? Oui, mais ils perçoivent le discours, ils perçoivent la nouvelle stratégie de ces pays-là. Mais quand il vient en Afrique, qu'il évite ces pays, ces 3 pays par exemple, cela ne veut pas dire qu'il n'a plus d'intérêt dans ces pays. C'est bien entendu qu'il les évite, mais la question centrale, c'est bien sur ces pays. Parce que la France n'a pas intérêt à quitter définitivement le Mali, à quitter définitivement le Niger, à quitter définitivement le Burkina Faso. Ils espèrent qu'un jour ou l'autre, ils vont revenir. Donc, il faut passer peut-être par d'autres méthodes moins complexes pour pouvoir un jour convaincre ces pays-là de revenir dans le giron français. Mais est-ce que c'est pour autant que cela va prendre? Parce qu'entre-temps, il y a de nouvelles puissances qui sont en train de tisser des partenariats avec l'Afrique. C'est la Russie, c'est la Turquie, c'est même le Brésil, c'est plusieurs pays, notamment les pays de ce qu'on appelle les BRICS et tout ça. Et puis, quand vous analysez bien les pays qu'ils visitent,
c'est un certain symbole. L'Angola, la France n'a jamais quitté l'Angola. Elle a toujours entretenu de bons rapports avec ce pays, qui est un État pétrolier. Il y a l'Afrique du Sud, qui est un État minier. Et vous verrez aussi le Gabon. Alors, le Gabon, c'est un pays où il y a une transition militaire qui s'est passée de façon douce. Paris a pu garder la main. Le Gabon, là-bas, les autorités n'ont pas un discours tranché, un discours panafricaniste ou bien anti-français. Ils sont encore dans le giron français, donc ils passent par là. Puis bon, l'île Maurice, là-bas c'est la finance, c'est un pays vraiment très dynamique où les opérateurs économiques français peuvent encore glaner quelques marchés. Donc, diplomatie, oui, mais surtout finance, économie. Et puis bon, peut-être l'image de la France qu'il faut redorer. Alors, on va terminer très rapidement sur ce chapitre avec Gaël. Finalement, quand on entend de Bailly citer tout ce chapelet de raisons pour lesquelles Macron fait le tour de ces différents pays africains, quel impact possible sur les différentes relations de ce pays français-là avec le continent africain à moyen terme? À moyen terme, je dirais même, plus au-delà, mais à long terme, on voit plus une relation gagnant-gagnant. D'accord. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est une relation gagnant-gagnant, ce n'est plus une relation de partis colonisants et de colonisés. Non, on va faire face à un nouveau type de partenariat. Changé, donc ce sont des partenariats qui sont revus, ce sont des pourcentages qui étaient bas qui vont remonter, et de sorte à pouvoir conserver les relations, garder les relations pour pouvoir bénéficier aux deux parties. Oui, et je l'ai dit tout à l'heure. En 20 secondes, s'il vous plaît. C'est la ligne que Paris n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire s'adapter. Paris n'a jamais voulu s'adapter, elle a voulu maintenir la domination. De sorte que les pays eux-mêmes, dans leur nouvelle démarche, se tissent des partenaires un peu partout. Okay. La Côte d'Ivoire qu'on peut considérer comme un partenaire conditionnel de la France, mais la Côte d'Ivoire, avec la France, ce n'est pas le premier pays fournisseur, ce n'est pas le premier partenaire commercial. Les choses ont tourné en faveur de la Chine depuis longtemps. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a eu un recul de 107 millions d'euros en 2024. Ça fait moins de 5% dans les échanges. On est passé donc à près de 1,3 milliard d'euros d'échanges. Vous voyez que les choses vont en Et du côté français, il n'est pas tard pour mieux faire. On va retenir donc, ça. C'est ici qu'on va mettre un terme au chapitre concernant la visite d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Mesdames et messieurs, nous avons abordé dans cette émission la scène politique nationale, mais également internationale. À présent, nous nous tournons vers un sujet qui fait la fierté des Ivoiriens. Olivia Yassé et sa brillante performance à Miss Univers 2025. La représentante ivoirienne s'est hissée à la 4e place, confirmant son statut de figure emblématique du continent africain. Nous nous intéressons à présent à son parcours, aux répercussions de cette performance sur la jeune génération et l'image du pays à l'international. Alors pour vous, Sylvain Debailly, c'est quoi les qualités que vous retenez d'Olivia Yassé, justement, qui ont particulièrement séduit le jury de la taille? Je suis fier. Je ne suis pas spécialiste des concours Miss. Là-bas, on parle de beauté. Bon, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de cela, mais de mon analyse, je pense que c'est une jeune fille qui s'est donné tous les atouts. Et tous les atouts pour pouvoir triompher. Malheureusement, elle n'a pas triomphé, mais la place qu'elle a gagnée est une place honorable. Une place honorable qui devrait, à mon sens, booster le tourisme en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a entendu le public scander Côte d'Ivoire, bon, dans leur accent, Côte d'Ivoire. C'est dire que le nom de la Côte d'Ivoire a retenti sur la scène internationale, mais grâce à qui? Grâce à Olivia Yassé. C'est une jeune fille, je ne dirais pas qu'elle a de l'avenir, parce que son avenir est déjà là, mais elle a majestueusement, en tout cas, marqué la scène internationale et les défilés qu'on a vus hier. Tout tournait vraiment en sa faveur. Mais j'aimerais m'inscrire en faux dans ce discours un peu raciste, tendant à dire que oui, elle n'a pas gagné. Parce qu'elle est noire? Voilà, elle n'a pas gagné parce qu'elle est noire. Non, moi je ne voudrais pas qu'on voit les choses comme ça, parce qu'avant elle, il y a eu peut-être 2011, il y a déjà une Angolaise qui a remporté ce concours.
Il y a même une Sud-Africaine qui a déjà remporté ce concours. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a été défavorisée par sa race. Alors, finalement, elle est... Il faut avoir la victoire, il faut avoir la défaite modeste, mais ce n'est même pas une défaite. Je crois que la Côte effectivement, d'Ivoire... elle est dans le top 5. Voilà. Elle occupe la quatrième place. C'est la le quatrième droit dauphine. d'être fier de ces jeunes filles, et je pense que celui qui va en tirer les dividendes, c'est peut-être le père, Jean-Marc Yassé. Alors, finalement, À Cocody. voici un classement qui est fait. Olivia Yassé est donc la quatrième dauphine de Miss Univers. Comment est-ce que ce classement-là vient influencer la perception de la Côte d'Ivoire sur les plateformes culturelles, mais également médiatiques au niveau international? Vous l'avez bien dit, au-delà de ce, déjà que je félicite Olivia Yassé et tous les Ivoiriens d'ailleurs, parce qu'on a vu que les Ivoiriens ont été vraiment mobilisés, ils ont suivi, ils ont vraiment participé à cela. C'était comme si les éléphants de Côte d'Ivoire étaient en train de jouer hier très tard dans la nuit, et bien avant ça des jours. Alors, il y a la question, ce n'est pas qu'un concours de beauté. Elle a réussi à positionner la Côte d'Ivoire, on va dire en termes dans la vitrine. Aujourd'hui, dans ce temps-là, le monde entier était tourné vers un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il y a certainement beaucoup de personnes dans ce monde-là, partout aux quatre coins de la planète, qui ont pu entendre le mot Côte d'Ivoire, qui ont vu la Côte d'Ivoire en une belle femme, ravissante. Alors, ils vont se poser des questions, c'est que c'est un beau pays aussi. Et puis, à côté de cela, il y a la question culturelle. Vous avez vu l'exposition des apparats culturels à Caen et tout ça. Ça va amener des gens à vouloir découvrir. Mais à côté de cela, Sylvain le disait, la défaite, ce n'est pas une défaite en fait, en réalité. Au fond, ce n'est pas une défaite. Occuper le quatrième rang, ce n'est pas une défaite. Mais il faut savoir que ces concours-là, il y a toute une industrie derrière. C'est ça. Il y a toute une industrie. Il y a du lobbying qui entre en ligne de compte. Il y a, comment on appelle, il y a des intérêts. Souvent même quand le jury... Il y a du lobbying, il y a des intérêts. Finalement, comment est-ce que Olivia Yassé peut capitaliser sur cette expérience pour son avenir professionnel, mais également social? On va terminer avec ça. Mais ça lui ouvre toutes les portes. Ça peut lui ouvrir les portes du cinéma, ça peut lui ouvrir les portes on va dire, de l'actorat, elle peut devenir artiste, chanteuse en général. Mais à côté de ça aussi, il y a l'aspect diplomatique. Donc tout dépendra de l'orientation qu'elle voudra donner. Et puis, il ne faut pas l'oublier, elle avait déjà été candidate, je crois, il y a 4 ans en arrière. Elle avait aussi eu un rang honorable. Qui était, Miss Monde. Voilà, elle était déjà bien positionnée. Après cela, on a vu l'influence qu'elle a eue, l'impact qu'elle a eu. Olivia Yassé, partout où elle arrive dans le monde, on sait que c'est Olivia, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Donc tout dépendra maintenant autour d'elle, de son équipe, qui, je pense, déjà manage déjà assez bien. Mais c'est un élément qui ouvre les portes, on l'a dit. Elle a eu la sympathie du public mondial. On a vu les gens scander son nom. Donc elle aura sûrement des contrats, elle aura des... En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire. Et du coup, Olivia Yassé devient quand même une source d'inspiration durable, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour le continent africain. Oui, pour le continent africain, toutes ces jeunes filles qui sont dans l'aspect culturel, je crois qu'elles ont là un modèle. Mais il faut aussi capitaliser sur... oui, moi je le dis, sur la victoire, sur cette victoire d'Olivia Yassé pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, ici on a un projet qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire devra donc exploiter toutes ces qualités de notre Miss. Je crois que le chemin est tout trouvé. Il ne pourra plus y avoir d'événements au niveau international ou bien au plan local sans Olivia Yassé. Il disait tout à l'heure que cela va lui ouvrir des portes, mais effectivement, ce sont les portes. Et puis, elle est dans la modernité, elle est dans le tempo, elle est pour l'air du temps. Parce que quand vous écoutez son anglais, on se dit que Jean-Marc Yassé et son épouse ont produit une perle. On produit une perle, celle que Senghor appellerait femme nue, femme noire, vêtue de ta beauté qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton nom. Je crois que Olivia Yassé rassemble toutes ces qualités. Merci à Sylvain Debailly. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Connexion Ivoirienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci également à Gaël Aoumon-Lakba pour tous vos éclaircies. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, tu veux acheter quelque chose? Non, je disais merci.
C'est nous. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre édition de ce soir. Nous avons exploré ensemble les principaux faits marquants de l'actualité nationale et internationale, les législatives 2025 en Côte d'Ivoire et l'engagement des partis politiques, les décisions récentes du PPACI, la tournée africaine du président Emmanuel Macron et la brillante performance d'Olivia Yassé à Miss Univers. Merci encore à nos invités pour leurs analyses éclairées et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés sur cette info pour continuer à vivre le décryptage de l'actualité qui fait vibrer notre pays et notre continent. À bientôt.